Qu'est-ce que fait Ansel, le petit garçon? Il bouffe. La seule chose qu'il fait dans sa cage, c'est bouffer. Il bouffe, il bouffe, il bouffe. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il ne pose pas de questions. Gretel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle interroge, elle questionne, elle rentre dans l'inconfort. C'est-à-dire, Ansel ne veut pas rentrer dans l'inconfort, Gretel, elle dit, c'est insupportable. Elle pourrait être tranquille, parce que c'est son frère qui va être bouffé, parce qu'il il est dans une cage, la sorcière veut juste qu'il grossisse, comme ça elle va le manger, et elle va pas manger Gretel. Donc Gretel, elle pourrait dire, bah ça va, je suis tranquille, je suis peinarde, moi au moins je suis à l'abri. Comme aujourd'hui, bon, il se passe des choses absolument affreuses en Afghanistan, mais ça ne nous concerne pas. Moi je suis tranquille. Ben non. Elle pose des questions. Et là, elle commence à dire non, parce que pour dire oui, il faut dire non. Donc elle commence à dire non. Elle commence, et elle commence à réfléchir. Bonjour, je suis Fabrice Midal, philosophe plein d'enthousiasme, qui aime m'occuper de sujets les plus divers pour pouvoir mieux les partager avec vous. Et si cette fois, j'inversais les rôles? Si quelqu'un m'interrogeait sur mon propre livre, eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode de dialogue. Je vais être interrogé sur mon dernier livre, Les princesses ont toujours raison. De retrouver la magie des contes, la magie de Noël, la magie des fêtes, eh bien c'est ce que je vous propose de faire dans cet épisode, parce que lire les contes de fées, c'est découvrir qu'il y a toujours du possible, même là où on ne le sait plus. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurence. Alors Fabrice, on a inversé les rôles. Ah, j'ai le trac. Moi aussi. On a inversé les rôles. J'aimerais qu'on parle de ton livre, Les princesses ont toujours raison, qui vient de paraître dans le format poche, très récemment. J'aimerais d'abord que tu expliques le titre, parce qu'il n'y a pas que des princesses dans ce livre. Je vais te dire comment j'ai cru comprendre que tu avais choisi ce titre. C'est que tu proposes des morales de l'histoire, et d'histoires qu'on connaît tous. À peu près tous, on connaît tous Hansel et Gretel, on connaît tous Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête. Donc tu proposes la morale de ces histoires, la morale au sens où qu'est-ce que veut dire cette histoire, où tu inverses complètement ce qu'on imaginait être le but de ces histoires, ce qu'elles nous racontaient. Et là, tu nous donnes une leçon, à mon sens. Moi, ce qui m'a le plus frappé, après on va voir en détail ces petits trésors que contiennent chacune de ces histoires ancestrales pour certaines, depuis des millénaires. Tu proposes de nous dire le sens n'est jamais celui qu'on croit et n'est jamais, c'est plus important, là où on croit. Tu nous prends à revers, en fait. À chaque fois qu'on va se dire, par exemple, ah bah là, ça veut dire que c'est l'amour qui nous sauve, que par un baiser, quand on ne vivait pas vraiment, un prince charmant vient nous sauver. Tu vas proposer quelque chose de complètement différent. Je dis pas l'inverse, tu vas être ailleurs. Et de fait, ça veut dire que les princesses, qu'on voit souvent comme des belles endormies, ou qui ont besoin d'un chevalier servant ou d'un prince pour venir les sauver, tu vas nous dire, bah non, ça se passe pas comme ça. Mais c'est pas tant que tu veux réhabiliter les princesses par un souci de féminisme ou d'égalité. Non, c'est que tu veux nous dire, on sait pas lire et on ne sait pas comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc il y a une vraie leçon, moi j'appellerais ça de géographie inattendue du sens. Le sens n'est pas à cet endroit-là, il est là. Donc à chaque fois, tu m'as prise de court. Je m'attendais à ce que tu dises ça, et puis, ah non, t'étais là. Et j'ai eu le sentiment en lisant ce livre, que c'était un peu, attrape-moi si tu peux. Tu n'étais pas là où j'imaginais que tu allais nous donner une grande leçon de vie. Eh ben non. Et les grandes leçons de vie, si on suit Fabrice Midal, faut accepter d'être dépaysé. N'allons pas sur les autoroutes des grandes significations qu'on nous donne. Essayons de voir plus clair et du coup de voir ailleurs. J'aurais déjà pas écrit le livre si c'est pour dire ce qu'on sait déjà. Donc évidemment, les gens qui vont lire le livre, ils vont voir 40 contes qu'ils connaissent en voyant complètement autre chose. Donc au moins c'est amusant, c'est amusant, et puis après, plus profondément, ça montre que penser, c'est toujours penser contre soi-même, penser contre les idées reçues, penser contre l'opinion. Donc ça, c'est clair. Donc
Oui, on peut dire que les princesses ont toujours raison. C'est montrer plus largement que les contes ont toujours raison, que la leçon des contes est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit, mais aussi, et c'est une des choses qui m'a le plus frappé en écrivant le livre, contrairement à ce qu'on croit, dans les contes, les princesses, et donc une certaine quand même vision du féminin est complètement autre que ce qu'on croit. Mais alors, évidemment, le problème, pourquoi... Tu as raison de dire, ce que j'essaie de montrer n'est pas ce qu'on croit, mais ce qu'on croit vient de plusieurs strates. C'est pas que j'essaie d'être provocateur pour être provocateur, c'est les contes sont lus à travers Walt Disney, donc une certaine vision du monde très tardive, un peu la psychanalyse, en partie Bettelheim, dont lequel je suis mais complètement, ça ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout, parce que c'est plaqué, à mon avis, quelque chose qui ne tient pas du tout la route, mais enfin bon, c'est une autre question sur les contes. Et on parlera peut-être du Chaperon rouge, qui est le meilleur exemple de la lecture psychanalytique du Chaperon rouge, des scènes que je propose. Si on remonte plus haut, on arrive à Perrault. Donc là, on est au XVIIe siècle, qui a une lecture des contes. Donc c'est très intéressant à l'époque. C'est pas un conte pour les enfants, c'est un conte pour les adultes. Et Perrault, c'est toute une stratégie de parler des contes pour sortir de l'Antiquité, du modèle de l'Antiquité, dans ce qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes. Et parler des contes, c'est réhabiliter une autre pensée. Donc les contes sont utilisés dans une stratégie. Donc on peut dire, Walt Disney, il y a une stratégie, la psychanalyse, il y a une stratégie, Perrault, il y a une stratégie, et j'ai pas parlé évidemment de Grimm au XIXe siècle, aussi une stratégie un peu, alors là, un peu complexe, avec un rapport à l'Allemagne et tout ça. Enfin, et donc, c'est aussi ça. Et si on lisait les contes, en les lisant, et en étant juste, en ne prenant pas comme vérité les stratégies de lecture qui ont joué un rôle et qui peut-être ne sont pas si intéressantes que ça aujourd'hui pour nous. Voilà. Moi, la vision de Walt Disney ne m'intéresse pas. La vision de la psychanalyse ne m'intéresse pas. Après, Perrault, c'est plus intéressant, mais c'est très moralisant. Pour passer à la cour, il veut faire que, bon, voilà, il faut être gentil, il ne faut pas dire de mensonges, il faut dire la vérité. Donc, il édulcore complètement les contes. Donc, comment j'ai fait ? J'ai lu les contes, mais parfois, j'y arrivais pas. Je suis revenu aux versions orales, car beaucoup de travail ethnographique a été fait sur les contes. Pour le Chaperon rouge, qui est un peu exemplaire, c'est celui qui m'a demandé le plus de mal, je me suis tapé la tête. J'ai vraiment travaillé sur les lectures des contes orales. Il y a des recherches qui ont été faites à différentes époques depuis le 19e siècle, d'écouter les récits, souvent, qui étaient faits à la veillée, de voir ce que c'était. Je me suis aussi servi de l'anthropologie, du travail de beaucoup de gens qui ont travaillé sur les structures de la compréhension humaine, du Mésil et tout ça, sans que ça se voit. Évidemment, on ne voit pas ça dans le livre. J'ai voulu faire un livre très amusant, je raconte un conte, je donne son sens, on s'amuse, mais derrière, je me suis basé sur tout ça. Donc, et c'est pour ça que d'un seul coup, le sens émerge, mais toute proportion gardée, parce que je ne veux pas me prendre la tête, mais au XXe siècle, on a beaucoup fait ça. Les gens avaient une certaine lecture de la Bible qui était entièrement mise à travers des couches de commentaires, on ne lisait plus jamais le texte, puis les gens ont dit, mais si on lisait le texte, et là on découvre, mais waouh. Oui, parce que tu as mis aussi des grandes scènes de la Bible. Oui, aussi. Qui ne relèvent pas du conte, mais je pense que ça relève de cette stratégie qui est la tienne, qui est, si on veut avoir une chance de comprendre quelque chose sur nous, sur ce que disent ces contes, sur le sens de la vie, d'une certaine façon, il faut commencer par lire. Et en prenant en compte, je trouve que ce qui est curieux en te lisant, c'est qu'à la fois tu nous dis, voilà comment on pourrait le lire, et pourquoi ça serait intéressant, et pourquoi ça nous dit quelque chose d'intéressant, et en même temps tu rends les contes à leur étrangeté. C'est clair, parce que ce qui est frappant, c'est que les contes sont pas morales, non, sont énigmatiques, et acceptent de faire face à la complexité du réel, au fait qu'il n'y a pas d'un côté le bien et le mal de manière comme ça aussi tranchée, qu'il y a des conflits, et au fond, un autre chose qui m'intéresse, c'est dans notre monde, il faut être positif, efficace,
surtout voilà, efficace, positif. Sans faille, d'une certaine façon. Sans perte, sans faille. Et les contes, c'est le contraire. C'est rentrer dans l'énigme d'être un être humain, et c'est vachement difficile d'être un être humain. Et il y a des emmerdes, et il y a des cons. Alors ils disent pas des cons, ils disent des monstres. Il y a des méchants. Des méchants, donc c'est des géants, c'est des marâtres. Je veux bien qu'avec la psychanalyse, on se dise oui, la marâtre, mais juste, d'abord, avant de coller tout ce truc, il y a des marâtres. Des personnes qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas. Et donc, comment on se débrouille avec ça? Donc, moi j'adore parce que je trouve qu'on est toujours trop théorique. Voilà, je pense qu'en réalité, contrairement à ce que les gens croient, je pense que tu seras d'accord avec moi, nous, les philosophes, donc contrairement on est très à ce que concret. l'on croit, on trouve que les gens sont trop théoriques. Oui. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. Je suis d'accord. Parce que vraiment, on a envie de remettre en question ce que les gens disent vérité, et on se dit, mais c'est tellement abstrait. Et donc voilà, par exemple, tout le monde parle émotion positive, émotion négative, mais c'est tellement abstrait. Vous avez déjà examiné 3 minutes votre expérience. Il y a des moments où vous avez du chagrin, parce que vraiment... il y a un truc triste qui vous arrive, c'est vraiment négatif. Est-ce que là, non. Donc, vous dites un truc complètement abstrait. Donc, la philosophie, et donc, c'est ça qui m'intéresse. Tu l'as dit, je pense, et c'est la leçon que tu nous donnes, en fait, parmi toutes... je dis leçon, c'est pas au sens moralisateur, hein, c'est nous aider à décrypter quelque chose qui est pas si facile à décrypter. Et je pense que cette leçon, c'est énigmatique d'être un être humain, et c'est énigmatique de vivre. Et d'avoir vécu. Contes. Et les contes, après aussi, ce qui a nourri, c'est que les contes sont... On connaît les versions, mais on voit que ça a des racines très tardives dans l'histoire, très anciennes dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que j'ai dit des millénaires. Voilà, il y a des mythes, il y a tout ça. Et donc, il y a un savoir beaucoup plus profond. Et j'avais aussi envie, aujourd'hui, là en plus on est un peu avant les fêtes, j'avais envie de dire aux gens, pour trouver du sens, pour trouver une forme de sagesse, si on se tournait vers les grandes sources vivantes de toute l'histoire de l'Occident. Donc, il y a les contes, il y a le texte de la Bible, il y a les grands récits, tous ces grands récits que tout le monde reprend, parce que toutes les séries, tout ça, bien sûr. Ça vient des contes. Donc, on a les archétypes, la quintessence de toutes les histoires. Ça nous dit des choses, mais tellement fondamentales. Donc, on va dire qu'il y a une sorte de B.A.B. de sagesse, à l'envers de ce qui est pour les gens la sagesse, dans la sagesse, voilà, c'est tout va aller bien, je suis calme, je suis dans le détachement, enfin tout ce que je dénonce dans tous mes livres depuis Foutez-vous la paix. Et là, je trouve que ça, c'est la vraie sagesse. Parce que c'est pas la sagesse de gens, voilà, ils vivent tranquillement, voilà, moi je suis détaché tout le monde peut mourir autour de moi, mais je suis calme. Non, là, c'est effrayant, je suis comme le petit pousset, je suis abandonné dans la forêt. Est-ce que là, je meurs ou pas? Et qu'est-ce que je fais? Et là, il y a une vraie sagesse, qui est une sagesse pas forcément de sages, mais des gens qui se sont passés, qui se sont racontés ça, qui a aidé les gens à vivre. Depuis des milliers d'années, ça qui aide les gens à vivre. Est-ce que ça pourrait pas nous aider à vivre? Et ça a aidé les gens à vivre, mais aujourd'hui, on voit plus que ça nous aide à vivre, parce que il y a cette OPA sur les contes, pour la Bible, par la théologie, et pour les contes, disons en gros, par Walt Disney, la morale et la psychanalyse. Et donc à te suivre dans ce parcours, dans toutes ces histoires qui en fait racontent notre histoire, hein. C'est tous les scénarios possibles de nos vies en réalité. À te suivre, on se rend compte qu'effectivement c'est une sagesse à l'envers, c'est-à-dire que tu ne vas pas nous dire pour vivre heureux, faut mettre le malheur de côté. Pour vivre heureux, il faut aplanir les difficultés. Pour vivre heureux, il faut cultiver les passions joyeuses. Non, on peut traverser des forêts obscures. Cultiver son jardin, ce qui m'a toujours un truc qui m'a un peu énervé. Voilà. Vivons heureux, cultivons notre jardin. Non, on est souvent plutôt au milieu d'une forêt qu'au milieu d'un beau jardin. Et du coup, tu nous proposes à chaque fois ce que j'appellerais des éthiques paradoxales. Alors, si on veut faire un peu les snobs, moi j'ai trouvé qu'il y avait une marque de Nietzsche très présente. En réalité, pourquoi je dis ça? Et tu le dis d'ailleurs. Tu cites à plusieurs reprises Nietzsche. Mais pourquoi je dis Nietzsche et que c'est très présent dans la manière dont tu nous motives à lire autrement, la manière dont ces contes nous essaient de nous donner des clés un peu pour savoir comment nous débrouiller si on est perdu au milieu d'une forêt. Pourquoi je dis Nietzsche? Parce que Nietzsche dira il faut être capable de dire un grand oui à la vie. Alors,
de nos jours, on dira, bah oui, il faut rebondir, se reconstruire, cultiver le positif, avoir que les bonnes ondes. Ben non, c'est pas du tout ça que dit Nietzsche, parce que ça, comme tu le disais, c'est hors sol. C'est pas la vie. Et de fait, c'est humainement pas possible, parce que c'est pas ça la vie et c'est pas ça vivre en tant qu'être humain. Donc le grand oui à la vie que dit Nietzsche, c'est est-ce que vous êtes capable, moi j'aime beaucoup ces phrases où il dit est-ce que ce grand oui à la vie, ça veut dire est-ce que tu es capable d'embrasser les joies, les peines et toute cette mélancolie pourpre, ce côté un peu sombre de la vie, ce cœur palpitant, mais qui peut être fait aussi de blessures, tu l'as dit, de peur. Les contes jouent beaucoup sur la peur parce que la peur n'est pas à rejeter, c'est une compagne de route en réalité. Et donc il y a quelque chose de paradoxal quand tu nous dis, et si on le lisait comme ça plutôt Hansel et Gretel par exemple, parce que tu rejoins, je crois, c'est à mon sens un des enseignements les plus décisifs de la philosophie et de Nietzsche, qui est dire oui à la vie, c'est ne pas dire non à tout ce qu'elle peut avoir d'effrayant et de douloureux. Et à chaque fois, l'énigmatique de nos vies et des contes, c'est ça aussi, c'est nous dire « mais le réel est tellement plus riche, plus intéressant et plus difficile aussi, ardu, que tout ce qu'une certaine psychologie positive veut nous faire croire. » Prenons Hansel et Gretel, qui est un peu... Je l'aime beaucoup. Un de ceux que... C'est un de mes préférés chez toi. Un de ceux que... Donc on a Hansel et Gretel qui sont abandonnés dans la forêt. Ils arrivent et ils voient une maison en plein d'épices. Alors évidemment, si on lit ça au premier, une maison avec des sucreries sur les portes, à première vue, bon, c'est un truc bizarre. Après, ouais, je me dis, mais existentiel, je n'ai pas besoin d'aller par des trucs compliqués. Existentiellement, qu'est-ce que c'est une maison en pain d'épices aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on nous raconte. Si tu fais ça, tu vas être heureux, achète ça, fais ça, deviens comme ça. Tu auras une vie pure sucre. Voilà, au fond, une grande part de notre vie nous dit comme ça. Allez, va par là. Il existe un endroit où tout va aller bien, où il n'y aura plus aucun problème. Voilà, j'ai la solution, suis-moi et tout ira bien. On voit les gens vont dire tout de suite c'est le développement personnel, mais en fait non, c'est tout le management, c'est toute la politique, c'est toute la structure de notre société. Allez, fais comme ça et tout va aller bien. Qu'est-ce que dit le conte? Il y a une sorcière qui va vous bouffer. Mais oui, c'est ça qui se passe pour chacun d'entre nous. On croit qu'on va avoir un truc où ça va être complètement agréable. C'est ça que Nietzsche dit, c'est-à-dire si vous fuyez l'inconfort, les difficultés, les épreuves, vous allez vous retrouver au fond... Avec une sorcière. Avec une sorcière qui va vous bouffer. Donc ça, c'est la première chose. Là, la sorcière, elle décide d'enfermer dans une cage le petit Hansel, et Gretel devient la servante. Qu'est-ce que fait Hansel, le petit garçon? Il bouffe. La seule chose qu'il fait dans sa cage, c'est bouffer. Il bouffe, il bouffe, il bouffe. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il ne pose pas de questions. Gretel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle interroge, elle questionne, elle rentre dans l'inconfort. C'est-à-dire, Hansel ne veut pas rentrer dans l'inconfort, Gretel, elle dit, c'est insupportable. Elle pourrait être tranquille, parce que c'est son frère qui va être bouffé, parce qu'il est dans une cage, la sorcière veut juste qu'il grossisse, comme ça elle va le manger, et elle va pas manger Gretel. Donc Gretel, elle pourrait dire, bah ça va, je suis tranquille, je suis peinarde, moi au moins je suis à l'abri. Comme aujourd'hui, bon, il se passe des choses absolument affreuses en Afghanistan, mais ça ne nous concerne pas. Moi je suis tranquille. Ben non. Elle pose des questions. Et là, elle commence à dire non, parce que pour dire oui, il faut dire non. Donc elle commence à dire non. Elle commence, et elle commence à réfléchir. Donc elle commence à dire à son frère, bon, je peux pas t'empêcher de bouffer, parce que voilà, tout le monde bouffe. C'est métaphorique, hein, bien sûr. Bouffer, ça veut dire je me nourris. Voilà. De ce que toutes les sorcières du monde veulent que j'ingurgite et que je crois. Et aujourd'hui, on voit, on va pas parler, mais comment tous les réseaux sociaux et tout ça sont en partie... On croit qu'on est libre, mais c'est en partie fait avec la volonté d'une sorcière de nous capter pour nous piquer notre vie, notre argent, notre temps. Voilà. Donc c'est ça. Alors elle lui dit, écoute, bon, je peux pas t'empêcher, mais comme la sorcière voit pas très bien, tu vas faire un leurre, tu vas montrer cet os de poulet, elle va le toucher, en montrant ton doigt, elle va croire que tu grossis pas, on va gagner un peu de temps. Donc déjà... Donc, c'est vrai qu'il y a un côté Nietzsche, et après, pour dire la vérité, il y a un côté aussi très aristotélicien d'une sagesse pratique. Moi, je crois beaucoup. Oui. Je pense que Aristote dit un truc que les gens ne comprennent pas, c'est penser. Il y a bien sûr la pensée pure qui est importante,
Mais tout aussi important, c'est la pensée en action, en situation, à ce moment-là, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Ça, c'est ce que fait Gretel. Elle Voilà. voit la situation et elle en tire avantage, en fait, non? Elle en tire avantage. Et surtout, voilà, elle n'est pas dans une pensée théorique. Les gens, ils sont tellement pris. Penser, c'est théorique, c'est abstrait, c'est conceptuel. Et on croit que c'est ça les philosophes, alors que voilà, depuis Aristote, on sait très bien que penser, c'est aussi le bon moment, le kairos, à quel moment, quand. Donc elle regarde. Et alors, je fais une parenthèse. On remarque ici, contrairement à tout ce qu'on peut croire, c'est la jeune fille qui est intelligente, qui fait tout, et le mec qui fait rien. Elle est dans l'action. Donc nous, on nous raconte, voilà, les pauvres princesses, elles attendent, elles font rien. On verra quand même la Belle au bois dormant, elle fait beaucoup de choses. Et là, bon, je raconte l'histoire pour ceux qui l'auraient oublié. Et là, à un moment, la sorcière dit « Je vais le manger, j'en ai marre d'attendre, allume le feu ». Et là, Gretel, « Ah oui, mais comment on fait pour allumer le feu? Je sais pas, est-ce que vous pouvez me montrer ?» La sorcière entre dans le feu, Gretel ferme la porte, et la sorcière va brûler. Et voilà, c'est l'intelligence de se libérer, parce qu'on a affronté, on a examiné le négatif. On n'a pas « Moi, je suis le bien, ça c'est le mal ». Non, je rentre en rapport, et comme ça, elle va libérer son frère, et elle s'en va. Donc c'est ça. Et on peut dire oui, c'est contre... Elle ne se laisse pas prendre dans le ressentiment, elle a peur, mais sa peur ne dicte pas toute l'entièreté de son existence. Et voilà un exemple, il y en a 40 dans le livre, et de comment ça nous parle à nous. Et on voit bien pourquoi on n'a pas besoin du truc de Walt Disney, édulcoré, d'une morale de bons sentiments. Mais c'est encore plus exigeant. En réalité, c'est en notant tout ce qu'on a pu plaquer sur les contes, et sur Hansel et Gretel par exemple, qu'on se dit, mais oui, bien sûr, on a des envies de sucre en permanence, c'est-à-dire des envies de parenthèses enchantées, où on sera loin du réel, où en fait on sera la proie de ce qu'il y a de plus féroce en réalité. Donc c'est beaucoup plus exigeant, c'est sagesse à l'envers ou c'est morale paradoxale que tu proposes. Elles sont, oui, et en même temps, elles réouvrent toujours de l'espoir là où on croit qu'il n'y en a plus. Elles réouvrent du possible là où on croit qu'il n'y en a plus. C'est une formidable... On les lit, ça donne du courage. Orphée, c'est sur l'espoir. Orphée, tu vas peut-être dire un mot de raconter l'histoire, mais Orphée, tu m'as fait comprendre quelque chose sur l'espoir, justement. Je te prends au mot. Parce qu'on croit que l'espoir, c'est trouver des raisons d'espérer. Et toi, tu montres que non, l'espoir, c'est quand il n'y a plus de raison d'espérer. Et c'est là où vraiment l'espoir est puissant. Sans raison. Ce qui est fascinant dans l'histoire d'Orphée, on connaît, hein, donc le jour de son mariage, sa femme est piquée par un serpent. Et donc elle est condamnée à aller dans le monde souterrain. Et ce qui est très impressionnant, c'est Orphée dit non. Il va la chercher. Là, on prend comme ça, on dit mais c'est idiot, ça n'a aucun sens. Personne n'a ramené quelqu'un. Donc il faut entendre, parce que l'histoire se serait perdue si elle ne nous concerne pas. Si les gens la racontent depuis, c'est qu'elle dit quelque chose. Voilà mon principe, disons. Comment je réfléchis? Je me dis, voilà, si cette histoire, on la raconte, moi, je m'en fous. Je vais pas faire un truc savant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout le côté, je vous raconte une histoire parce que c'est marqué, un peu savant. Non. Je me dis, mais elle doit nous parler. Alors là aussi, ça m'a beaucoup questionné. Une des premières choses que j'ai découvertes, c'est que chez les Romains et chez les Grecs, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que chez les Romains, alors, racontons. Donc, il décide d'y aller. Et par son chant, il réussit à pouvoir entrer dans le monde interdit. Donc, qu'est-ce que c'est le chant? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire l'ouverture du cœur, le poème, c'est-à-dire sortir de soi, être à l'écoute de quelque chose de plus grand que soi. La poésie, le chant, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu, c'est moi qui veux, personne ne peut faire de poème, c'est moi qui écris un poème, ça n'a pas de sens. Tous les poètes disent, il y a quelque chose qui me traverse. On est traversé, exactement. Il y a quelque chose qui m'habite, il y a quelque chose qui vient. Et donc, il s'ouvre à quelque chose d'autre pour rencontrer Eurydice. Et alors là, c'est très intéressant. Chez les Romains, donc il réussit ça. Donc déjà, je veux dire, avant toute chose, il ouvre un possible. Chez les Romains, à un moment, il n'a plus confiance. Et ça, c'est la question pour chacun d'eux. Est-ce que j'ai confiance ou pas? C'est-à-dire, pour l'instant, c'est intéressant. Il entre dans les enfers parce que c'est pas lui qui décide. Il veut, de tout son être, retrouver Eurydice
mais il s'abandonne à quelque chose de plus grand pour y arriver. Ça, nous, dans notre monde, on a beaucoup de mal à comprendre. Parce qu'on va dire, je veux ou je veux pas. Quand je veux, ça bloque. Quand je veux pas, je fais rien. Donc lui, il veut rentrer dans les enfers, mais après, il s'ouvre à quelque chose qui va le guider, qui va l'habiter. C'est le contraire du volontarisme. C'est le contraire, voilà. C'est-à-dire le volontarisme empêche la volonté d'aller là où on veut, et les gens comprennent pas ça. Le volontarisme paralyse la volonté. C'est ça. Elle la laisse pas agir d'une certaine façon. La volonté ne peut agir que quand je sors du volontarisme. Dans mon langage, c'est en se foutant la paix qu'on réussit à vouloir. Tant qu'on ne se fout pas la paix, on ne veut pas. On confond volonté, volontarisme, donc on se crispe et c'est perdu. Donc il fout la paix. On pourrait dire, je crois que j'ai dit ça dans le livre, mais là, comme ça, on peut dire, il se fout la paix, c'est comme ça qu'il retrouve Eurydice. Mais à un moment, il a un doute. Est-ce que j'y suis ? Donc il perd la joie, l'innocence, et il veut saisir, et elle s'en va. Et là, il fait preuve de volontarisme. Et là, voilà. Et là, il veut saisir, il veut vraiment être là, bien présent, et il veut que ça vienne de lui. Voilà. Est-ce que je peux être garanti qu'elle est avec moi ? Est-ce que je peux être sûr que l'autre m'aime ? Est-ce que tu me donnes une preuve que tu m'aimes ? Au fond, c'est ça que raconte. Si je veux être sûr que tu m'aimes et que je veux une preuve, je vais vivre en enfer. Et je vais te perdre. Et je vais te perdre. C'est quand on transforme la volonté qui est épouser la situation, de cette façon la suivre, cette agilité, c'est quand on la transforme en volontarisme, qu'on ne veut plus rien, qu'on ne peut plus rien, et c'est quand on transforme l'amour en peur, donc en possession, qu'on perd ce qu'on veut aimer. Mais ça peut être une personne, mais ça peut être aussi nos désirs les plus grands. Et donc c'est ça, Eurydice qui va aux enfers, c'est pas qu'elle est morte, c'est une métaphore. C'est-à-dire, celle que j'aime, j'en suis coupé. Comment je la retrouve ? Pas par la saisie et par la preuve, mais par le chant, la confiance, retisser le lien. Mais comme tu dis, la femme, l'homme que j'aime, on voit encore ici une fois, Orphée, c'est l'homme, mais c'est pas, il peut rien faire. C'est pas lui le personnage principal en réalité, c'est Eurydice, oui, c'est celle qu'il aime. C'est clair. Et alors on va continuer. Mais chez les Grecs, il sort avec elle. Ouais, donc, il se retourne pas. Donc c'est très intéressant de voir que nous, on n'a retenu qu'une des deux versions. Il n'y en a pas une qui est bonne. Mais c'est beaucoup plus intéressant de comprendre qu'il y a une ambiguïté là, qui est l'ambiguïté de la vie. Est-ce qu'on se retourne, est-ce qu'on ne se retourne pas ? Moi, j'adore que ce n'est pas unilatéral, que dans plein de versions grecques, il la ramène. Parce que c'est la fragilité de la confiance aussi. C'est ça. On n'a pas confiance dans le sens où ça réglerait tout une fois pour toutes. Donc on aurait conscience comme si c'était, je ne sais pas, quelque chose, une valise qu'on prendrait avec soi. La confiance, ça serait comme un bagage et on l'aurait pour toujours. Non, la confiance, elle est fragile. La confiance, d'une certaine façon, elle se réaffirme tout le temps contre les forces de méfiance. Et donc on voit, pour répondre à la question que tu me posais sur l'espoir, oui. L'espoir vient pas, j'ai des garanties, je peux avoir de l'espoir, mais l'espoir, c'est le fait de rester humain. La leçon des contes et la leçon d'Orphée, c'est il faut avoir espoir. Pas parce que... C'est les gens me disent « Ah ben j'ai regardé les informations ce matin, quand je vois l'état du monde, j'ai plus d'espoir. » Ben, vous n'avez pas compris, c'est pas ça. Il faut avoir espoir parce que vous êtes humain et parier pour l'humanité tant que vous êtes humain. Ça, c'est la leçon des contes, c'est sans raison. Si vous voulez avoir des raisons, c'est pas d'espoir, c'est du calcul. Pourquoi pas ? Mais à un moment, vous allez être découragé. Et ce que disent les contes, c'est qu'il faut, tant qu'on est humain, parier pour la vie. Et c'est ça l'espoir. C'est ne pas céder à parier pour la vie. Et c'est ça la leçon d'Orphée. Et en fait, chacun d'entre nous peut aller chercher Eurydice dans les enfers. C'est ça la leçon du conte. Sinon, encore une fois, si c'était pas ça la leçon du conte, pourquoi les gens le raconteraient ? Donc bien sûr, il y aurait des professeurs d'université qui feraient des cours sur des trucs anciens qu'ont raconté les anciens, mais pourquoi ça intéresse les enfants ? Pourquoi ça intéresse les gens ? Parce que les gens sentent bien que c'est la vie. Pourquoi les enfants s'intéressent aux mythes et aux contes ? Parce que moi, je ne crois pas que les contes soient pour les enfants. Non, je crois que ça devrait être interdit aux enfants, en fait. Non, pas interdit, parce que c'est très bien pour les enfants. Non, moi, je pense que c'est formidable. Mais pourquoi les enfants s'intéressent aux contes ? Parce que les enfants, ils veulent apprendre à grandir. Exactement. Ils nous disent quelque chose. Mais nous, adultes, on devrait continuer. Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est un peu étrange, je ne sais pas si tu as remarqué, les mythes, ça passionne les enfants. Les mythes grecs intéressent... Je ne sais pas, on est une culture de civilisation. Les mythes grecs intéressent très peu les adultes aujourd'hui. Ça devient un domaine des enfants. Ce qui n'était pas du tout le cas quand moi, j'étais jeune, par exemple. Mais pourquoi ?
parce que nous, on perd un peu de rapport à l'existence et que les enfants, ils peuvent pas faire autrement que l'existence. Mais moi, au contraire, je pense que les contes, c'est très bien pour les enfants. T'entends, il y a des parents qui disent « mais c'est trop horrible, les Mais contes non. pour les enfants ». Mais je pense que les enfants, ils ont besoin qu'on leur dise des choses vraies. Et puis la vérité peut faire peur. Mais ça n'empêche pas qu'elle est vraie. Et c'est important pour un enfant qu'on lui dise la vérité, Oui. parce qu'on meurt qu'on nous dise pas la vérité, parce que du coup, on devient fou. Moi, je pense que les parents qui se disent « je peux pas lire les contes aux enfants, parce que là, il y a des sorcières et tout, ça va leur faire peur ». Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de les tuer. Parce qu'un monde édulcoré pour un enfant, c'est-à-dire les gens projettent sur l'enfance quelque chose d'édulcoré, c'est horrible. Là, c'est vraiment trop dommage. Alors, une chose qui m'a complètement étonné, donc c'est que mes contes, je les raconte, et après, je fais une sorte de petite leçon de philosophie. Donc moi, je me suis retrouvé dans une situation avec des enfants, donc je leur ai lu, ils m'ont demandé, comme ça, dans une saison, que je vais leur lire. Et moi, je pensais arrêter au moment où je raconte le passage philosophique. Mais il y avait des adultes, donc j'ai lu jusqu'au bout. Et à ma surprise, les enfants adoraient. Et je me suis rendu compte que mon livre, que j'avais d'abord écrit pour les adultes, les enfants étaient ravis qu'on leur explicite le sens du conte et qu'ils comprenaient parfaitement ce que je pensais pas du tout. Ça a été un grand choc. J'ai refait au moins 15 fois cette expérience depuis que j'ai fait paraître mon livre, et c'est tout à fait étonnant. Mais je pense qu'il y a un plaisir particulier surtout avec les contes qui sont si étranges en réalité, même si on a une familiarité avec eux, mais il y a un plaisir particulier à ce que quelqu'un, donc pas soi-même, c'est vrai. Mais quelqu'un vienne nous décrypter. C'est clair. Et là où tu as raison, c'est que je pense que nous, adultes, et je crois que ça nourrit une nostalgie particulière en nous, on a la nostalgie de ceux qui nous ont aidés à grandir. Et moi, je trouve toujours triste que parce qu'on aurait atteint cet âge dit adulte, on n'a plus personne qui vient nous apprendre. Et je crois qu'on a une nostalgie de ça. Et on a besoin de continuer. Et on a besoin de continuer à apprendre parce que vivre, ça s'apprend. C'est pas facile. Vivre, c'est pas facile. Je dis pas la vie, mais vivre n'est pas facile. C'est une énigme de vivre. Et donc, on est en manque finalement de personnes qui vont nous aider. Moi, ça m'a rendu très triste d'être adulte et parce que je me suis dit, il y aura plus ma grand-mère qui va me raconter des histoires, un tel qui va m'aider à grandir. J'ai eu l'impression que j'avais pas fini de grandir et pourtant on avait décrété que là c'est fini, t'es une adulte. Maintenant t'as mon livre. Et voilà. Et alors, ton livre, il y a aussi, on va revenir aux princesses parce que c'est quand même le titre que tu as choisi. Donc, j'insiste, ce que tu nous dis, c'est jamais ce sens un peu plaqué, un peu convenu. Et t'as raison, parce que ce qui résiste dans les contes et qui fait qu'on continue d'y retourner, qu'on est content qu'on nous en parle, c'est parce qu'il y a... Et je crois qu'ils sont construits comme ça, c'est comme un écrin dans lequel, si tu sais voir, il y a une leçon de vie. Voilà, on parle de toi, il y a... Parce que ce qui est très intéressant, c'est... Nous, on croit quand on a un problème, il faut que quelqu'un nous donne une sorte de solution. La force, et on sait pourtant que donner un conseil, ça ne marche pas. Ça marche jamais. Ce qui est gênant dans le conte, c'est que ça te met en face d'un problème, ça éclaire, ça met en scène ton problème, et tu trouves la solution toi-même. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux. Et d'ailleurs, les contes fonctionnent comme ça. T'as remarqué, c'est-à-dire que toi, tu nous dis, essayez de voir ce qu'il vous dit, mais parce que les personnages des contes, ils ont on pourrait dire ce parcours initiatique où au départ, ils savent pas. C'est effrayant, il y a un loup dans la forêt, non. Et après, avec cette interrogation, ils découvrent le sens. Donc en fait, tu nous demandes de faire finalement comme ces princesses qui... Et alors, j'aime beaucoup ce que tu dis de Cendrillon. Alors, c'est vraiment un contre-courant et c'est pour ça qu'on t'aime. Moi, ça m'a toujours agacée. Moi, je détestais ces contes qui étaient pour les filles. Moi, j'appelais ça les contes pour les filles, où il y avait le prince charmant qui était la solution à tout. Enfin, tu devenais toi-même. Et Cendrillon, tu nous dis qu'en fait, ce qui compte... Je le dis avec mes mots. Oui. Tu nous dis que ce qui compte, c'est d'être animé d'un désir et que le prince charmant, c'est la flamme en moi. C'est ce désir, cette énergie, on va le dire comme ça. Enfin, pour moi, le désir, c'est ce qui met en mouvement, même quand c'est bloqué. C'est ce désir que j'ai en moi. Il ne vient pas de l'extérieur, l'homme qui viendrait me sauver. Le prince, il fait rien. C'est elle qui fait tout. Exactement. Moi, ce que j'aime, il y a plein de choses dans cette histoire. Peut-être après, on parlera La Belle au Bois dormant, qui est qui est peut-être le plus extrême comme conte. Mais dans Cendrillon,
elle est abandonnée par ses sœurs, elle est mal considérée, elle pourrait juste se plaindre. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir là, qu'est-ce que le rôle de la marraine qui vient lui apporter une belle robe et tout, qu'est-ce que ça peut être dans notre vie, la marraine. Et je trouve ça important. Peut-être qu'on a tous rencontré des gens qui sont comme des marraines dans notre vie, mais qu'on ne veut pas les voir. Moi, je me dis, la marraine, au fond, c'est une main tendue quelque part. Oui. C'est impossible, possible, qui vient à nous. Et donc peut-être que Cendrillon, déjà, c'est apprendre à regarder par où il y a quelque chose de possible. Et ce qui va dans le sens qui confirme que ma lecture, et que c'est pas juste un truc ex nihilo qui vient régler le problème. Voilà, on voit tout, on lit les contes en se disant, la solution, elle vient de l'extérieur. Et toi, tu nous dis, mais pas du tout. En plus, ce qui est vraiment frappant, c'est que la marraine, elle lui dit, jusqu'à minuit. Et à minuit, tu dois rentrer. En général, on passe dessus. À minuit, elle doit rentrer. Bon. En fait, je me suis dit, mais tu es invité au bal. Minuit, c'est le moment où tout commence. Ouais. C'est le moment où tu vas t'amuser. Tu vas certainement pas partir. Donc c'est ça l'épreuve de la vie. C'est-à-dire, elle lui dit, c'est-à-dire, la vie nous dit, bon d'accord, t'as un coup de pouce. Je me suis rendu compte dans ma vie que des fois j'ai manqué les marraines et que les choses qui m'ont permis, c'est juste, il y a quelqu'un qui... Et souvent les marraines, c'est pas... il faut que le conte nous dise attention, il y a des marraines qui sont magnifiques et qui vont t'aider parce que la plupart du temps, on les voit pas. Ils sont inapparents, donc on leur prend pas attention. Mais la marraine, elle va pas tout régler. La marraine, elle lui dit pas, bon, ça y est, tu vas devenir belle. Non, tu dois rentrer à minuit. C'est terrible. Et elle joue le jeu de rentrer à minuit. Et cette limite va donner naissance à autre chose. Donc je trouve que c'est ça, un des aspects, je raconte plein d'autres aspects dans le livre, mais je pense qu'il faut absolument parler de La Belle au bois dormant, parce que pendant longtemps, j'ai failli il y a 2 contes qui ont été compliqués pour moi. Le Chaperon rouge, que la lecture psychanalytique, elle est rouge et que c'est la question de ses règles et de la féminité, prenait toute la place et ça ne me plaisait pas pour une raison très simple, c'est que je me souviens, petit garçon, avoir adoré ce conte et qu'à un moment, j'ai demandé à tous les gens que je rencontrais, est-ce que quand tu étais enfant, tu lisais les contes? Et je me dis, si la psychanalyse a raison, aucun petit garçon ne serait intéressé au Chaperon rouge. Alors, tous les petits garçons ont aimé le Chaperon rouge. Donc, je me dis, même s'il y a quelque chose de très important sur la féminité que j'ai retrouvé en lisant des contes très anciens, il y a quelque chose comme une énigme beaucoup plus puissante existentielle que la psychanalyse, enfin, Bettelheim, parce qu'après il y a d'autres lectures de psychanalyse, n'a absolument pas vu avec l'histoire des règles et tout. Je pense que là, c'est en plein délire. Mais ça, je renvoie au livre. Mais La Belle au bois dormant, on pourrait dire là, toute mon histoire fout le camp, parce que là, elle dort pendant un siècle, et il y a un prince qui vient la réveiller, et donc voilà. C'est la passivité féminine qui attend le secours de l'extérieur, qui est forcément masculin. Alors, je relis l'histoire. Et pas du tout. Je relis l'histoire. En tout bon sens. On a cette jeune fille qui vit dans un palais. La sorcière, tout le monde est invité. Toutes les fées sont invitées, sauf une. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'invite pas quelqu'un? Franchement, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas 50, hein. Or, dans les contes, il y en a 7 ou 12. Enfin, c'est pas grand monde. Donc, qu'est-ce que c'est? Ces parents qui oublient d'inviter une fée. Qui invitent d'inviter, c'est-à-dire un principe d'héritage, de se relier. Donc, ils sont déjà un peu discordants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose là qui déraille. Il l'invite pas, donc elle est furieuse. Elle dit, bon, ben, elle va mourir. Et puis, finalement, elle mourra à 18 ans parce qu'elle mettra ses mains sur un fuseau. Est-ce que tu crois? Est-ce qu'on peut croire que la jeune fille n'est pas au courant? Tout le monde était évidemment au courant qu'à 18 ans, elle va mourir d'un fuseau. Donc, l'histoire à la Walt Disney, en haut, tout en haut, caché, il y a une vieille dame qui est ça. Alors, évidemment, c'est une image du mal qui s'est cachée pour que ça ne tient pas à la route du tout. Et que la princesse est dans l'ignorance absolue, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, moi, ma théorie, mais mon interprétation, c'est évidemment qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle est enfermée dans des parents. Alors, ses parents, en plus, si on n'est pas complètement sûr, ses parents savent qu'elle va mourir le jour de ses 18 ans. La semaine de ses 18 ans, ils partent en vacances. Et ils la laissent tout seul. Mais là, on se dit, mais ils sont justes. En fait, là, il y a
c'est une famille complètement dysfonctionnelle, toxique. Et je pense vraiment qu'elle court. Elle dit, je vais dormir pendant un siècle, je vais me débarrasser de l'enfermement dans lequel je suis, je vais regagner ma liberté. Et je me suis dit, mais est-ce que ça fait du sens dans ma vie ? Ben oui. Il y a des moments, je n'ai pas dormi pendant un siècle, mais il y a des moments, je me suis mis en retrait. Il y a des moments, j'ai fait repos. Il y a des moments, j'ai fait pause. Il y a des moments... La fuite même, non, Fabrice ? La fuite est la solution ? Mais surtout, je dirais, on arrête. On prend un temps de repos, un temps de jachère. Donc moi, je pense que c'est ça qu'elle fait. Du coup, c'est métaphorique. Toute sa famille va mourir. Et quand le prince viendra, ça sera une situation neuve où elle sera plus dépendante. Donc ça, je pense... c'est évident que c'est elle qui veut ça. C'est tellement clair que c'est elle qui veut s'émanciper. Donc c'est une métaphore qui veut dire je quitte mes parents et c'est une manière de quitter ses parents. On pourrait encore douter de mon histoire. Donc le prince arrive, la reconnaît et la libère, la réveille. Bon, c'est pas lui qui l'a réveillée, c'est juste qu'il y a les 100 ans qui sont venus. Tout le monde dit « Ah, elle peut rien faire, c'est le prince qui fait. » Le prince, il n'a rien fait. Parce que je rappelle, il y a plein de princes qui sont venus, c'était pas le bon moment, ils sont morts. Lui, il arrive, les portes s'ouvrent parce que c'est 100 ans. Il n'a aucun courage, aucune force, rien. Il n'a aucun mérite en réalité. En fait, c'est un minable. On va voir pourquoi dans quelques minutes. Et donc, il vient, il la reconnaît, et elle s'ouvre, elle ouvre les yeux, mais c'est pas parce qu'il l'embrasse qu'elle ouvre les yeux, parce que le siècle est passé, c'est le moment. Donc lui, il y est pour rien. Elle ouvre les yeux, elle le voit, et en général, on croit que l'histoire est finie. Mais dans les contes, elle finit pas du tout. Il l'emmène avec lui, et il l'emmène où ? Dans une forêt, où il a un château, et il veut pas la présenter à sa mère, parce que sa mère est une terrible ogresse. Enfin non, mais... Et il est tellement lâche qu'il a peur de la présenter à sa mère et d'assumer les choses. Donc il n'est pas du tout un homme. Elle est devenue une femme, elle a accompli quelque chose, et là, il y a plein de péripéties pour que lui, enfin, grâce à elle, un homme, grâce à elle. Et au fond, souvent, les contes, ce qui est ça qui nous montre, c'est qu'il y a besoin d'une femme pour que l'homme devienne un homme, parce que sans la femme, l'homme, il n'arrive pas à être un homme. Et donc, les princesses ont toujours raison, parce que c'est elles qui peuvent faire les choses, c'est elles qui ont rapport à un savoir, c'est elles qui ont l'intelligence. À la réalité, maintenant. À la réalité. Et les hommes ne deviennent hommes que par l'autorité du féminin, ce qui est corroboré par beaucoup de mythes très anciens. Dans le monde celte, par exemple, personne ne devient roi sans être reconnu par la souveraineté. La souveraineté est une femme qui couronne un homme. Donc il y a tout ici un rapport où le féminin, qui n'a aucun rapport avec notre entente, il y a une entente comme ça, très archaïque, très profonde, qu'il y a une figure du féminin qui est l'autorité, je ne dis pas les femmes, mais une figure du féminin qui est l'autorité, et les hommes deviennent hommes par là. Et donc tous les contes nous parlent de cet extraordinaire. Et je crois... Voilà, je propose cette lecture et j'ai l'impression que ça tient quand même, quand on voit tous les détails, je trouve que ça tient la route et qu'on voit que c'est pas ce truc. Alors évidemment, aujourd'hui, plein de féministes disent « Ah là, mais c'est horrible parce qu'elle est passive et donc le prince l'embrasse et elle n'a pas consenti, donc c'est un... » Mais là, ça n'a pas de sens et c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est en quoi ça va nous parler à nous. Alors aujourd'hui, évidemment, on pourrait dire que l'arrière-plan de mon livre, c'est de parier que ces textes sont intelligents. Aujourd'hui, notre monde vit en faisant le pari inverse. La plupart des gens pensent, nous on est intelligents, tout ce qui est créé dans le passé est débile et horrible, et donc il faut s'en débarrasser parce qu'on nous les plus intelligents. Moi, c'est sûr que mon principe de vie, c'est de me dire, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder par où ça vaut le coup, en quoi c'est aidant, en quoi l'humanité n'est pas qu'un ramassis d'horreur, voilà. Et ce plaisir particulier de se dire, bah oui, ça vaut le coup. Et alors, quand tu disais que la figure féminine, c'est à la fois elle enseigne et elle aide à devenir ce qu'on doit devenir et elle nous met en prise directe avec le réel, qu'on veut fuir la plupart du temps ou qu'on ne sait pas voir. Il y a un conte, la manière dont tu le lis, qui, à mon sens, dit exactement ça. Et c'est un de mes contes préférés, La princesse au petit pois. Et quand je t'ai lu, moi, j'avais toujours adoré ce conte, sans savoir vraiment pourquoi, parce que il se passe quand même pas grand-chose. En gros, elle est sur des dizaines et des dizaines de matelas parce qu'elle sent quelque chose qui va pas. Elle est pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a ce grain de sable qui empêche le monde de tourner rond. Et en fait, on se rend compte que oui, il y avait un petit pois qui faisait que sur une centaine de couches de matelas,
elle le ressentait, ça n'allait pas. Et moi, je me suis demandé, avec l'interprétation que tu donnes, et je vais te laisser la parole pour le dire, mais moi, tu m'as aidé à comprendre qu'en fait, la dignité, elle est dans le détail. C'est-à-dire que de nos jours, on parle beaucoup de la dignité de la personne, qu'il faut respecter la dignité, qu'il faut toujours être attentif à ne pas contrevenir à la dignité. Donc on a l'impression de quelque chose de spectaculaire, que la dignité, c'est extraordinaire. Et la manière dont tu nous demandes ou tu nous proposes de lire La princesse au petit pois, j'ai compris une chose, c'est que, et c'est beaucoup plus difficile, respecter la dignité, c'est la respecter dans ce qu'elle a le moins de spectaculaire. Un petit pois, un détail. Et c'est ça la dignité humaine. C'est est-ce que je vais être capable de respecter dans les petites choses pour être là dans les grandes. Et c'est toi qui m'as aidé à voir ça dans le conte. Il y a plein d'aspects dans le conte très, très importants, mais un aspect qui va à l'encontre de l'image qu'on a de la princesse. Nous, on a l'idée, la princesse rose, très belle, avec sa petite robe et tout. Là, l'histoire commence, il pleut, on est dans un château, et il y a une fille qui arrive complètement laide. Parce qu'elle est, enfin complètement laide, elle est mouillée, salie, crottée, elle frappe à la porte, et elle dit « Bonjour, je suis une princesse ». Ça, c'est déjà... Mais c'est déjà par rapport à tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire, elle dit « J'ai la nature en tant qu'être humain d'être une princesse ». C'est aussi une autre lecture du livre. Les princesses ont toujours raison. Il y a plusieurs sens. Un autre sens, c'est que tout être humain a une dignité intrinsèque splendide. Donc, toutes les femmes sont des princesses, tous les hommes sont des princes. Peut-être toutes les femmes sont des princes aussi, et tous les hommes sont aussi des princes et des princesses à la fois. Enfin, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y a une dignité intrinsèque. Oui. Et le conte, mais est-ce que c'est quand même pas dingue? Elle arrive, non pas, c'est pas la princesse qui avec arrive, un carrosse et tout le monde dit waouh, bravo, quelle splendeur. Non, et en fait dans tous les contes c'est comme ça. Dans Peau d'âne, dans tout ça, le prince la reconnaît. On est déconcerté. Il y a quelque chose de déconcertant qui fait effraction. La dignité de la personne ne se montre pas par des signes. Donc elle arrive comme ça. Elle dit elle est une princesse. Et là, la reine, qui est la sagesse, parce que c'est la reine qui est la sagesse, dit peut-être que ça peut être vrai. Oui. Personne n'y croit, mais la reine dit on va voir. Ce qui est complètement dingue. On lit le conte, on ne fait pas attention, mais elle aurait très bien pu dire bon, d'accord, c'est une souillon, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est de l'imposture. Voilà. Non, elle dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on va tester. Et comment elle sait qu'elle est une princesse? En mettant le petit pois et donc en voyant si elle est sensible. Si elle est même hypersensible. C'est un conte aussi sur l'hypersensibilité. C'est complètement dingue. Parce qu'on pourrait croire, c'est ça le vrai sens du conte, on pourrait croire que pour être une princesse, il faut être parfaitement belle, apprêtée et tout. Non. Deuxièmement, on pourrait croire que pour être une princesse, il faut être fort, solide, impeccable. Non. Parce que, aussi, on ne fait pas attention à un point de détail. Le matin, quand la reine lui dit « Mais comment avez-vous dormi ?» Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'elle ait senti le petit pois ou qu'elle ose dire « J'ai mal dormi ?» Elle pourrait très bien dire « Ah, parce qu'elle est polie, j'ai très bien dormi en ayant très mal dormi. » Mais le point central, moi je pense que le point central, c'est pas seulement qu'elle ait senti le petit pois, c'est qu'elle ose dire à la reine qui l'a invitée chez elle, qui lui a ouvert la porte, « J'ai pas bien dormi chez vous. » C'est absolument dingue. Elle dit le contraire de merci. Elle ne dit pas merci. Elle dit « J'ai mal dormi. » C'est inouï. Ouais. Dans notre vie tous les jours, vous êtes à la porte. Ah non. Les gens me racontent tout le temps. Ah non, mais je peux pas être authentique. Je peux pas toucher mon cœur. Je peux pas dire la vérité. Je vais être rejeté. Donc il faut que je sacrifie mon moi, je tombe dans le faussaire, que je rentre dans la norme, parce que c'est pas possible autrement. Et le conte dit... Le contraire. Le conte dit le contraire. Et c'est tellement profondément vrai. Bien sûr, peut-être quand on dit la vérité, les gens vont mal le prendre. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme la reine et dit « Ah !» C'est donc une princesse. C'est donc une princesse. Oui. Il y a Aurélie Dupont que j'avais reçue, qui est cette danseuse étoile, qui raconte qu'elle danse, elle veut être parfaite, elle travaille, et ça n'a plus de sens. Puis un jour, il y a une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle, Pina Bausch, qui passe des auditions pour choisir le rôle principal, et tout le monde est invité à le faire. Les principales étoiles sont choquées qu'elle ne fasse pas
comme on attend que dans le conte que ce soit choisi. Celles qui sont belles, on les prend, on leur donne. Mais Pinabo, je dis, je veux voir tout le monde. Et puis finalement, elle va choisir Aurélie Dupont. Et elle va lui dire, tu sais pourquoi je t'ai choisi ? À cause de la fêlure qu'il y a en toi, que tu ne connais pas, mais que tu ne nies pas, qui t'habite. Et ça va être un tournant. Moi, j'invite à regarder le dialogue que j'ai fait avec Aurélie Dupont et à lire son livre. Moi, j'ai pleuré comme un enfant quand j'ai lu, parce que c'est le même conte. C'est la princesse au petit pois. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la plus grande chorégraphe peut-être du XXe siècle va reconnaître Aurélie Dupont, changer sa vie, sa carrière, en reconnaissant que c'est une princesse parce qu'elle a le courage de continuer à danser malgré tout, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui perce en elle, qui est difficile. Et c'est ça. Au fond, la princesse au petit pois, elle ose dire quelque chose, elle ose montrer son désir, elle ose dire « j'ai mal dormi ». Elle ose se manifester, elle ose ne pas s'écraser, mais c'est inconfortable. Et c'est ça, sa dignité. Voilà. C'est dans la vérité qu'elle dit d'elle-même, le courage d'être ce qu'elle est, de dire le courage non, d'être soi-même et le courage de reconnaître que ça va pas. Je crois que c'est pas mal. Et en cela, c'est là où la princesse a raison. C'est là où les princesses ont toujours raison. Donc les princesses ont toujours raison, on voit ça a plein de sens. Les princesses ont toujours raison, c'est-à-dire la fragilité a toujours raison, l'élégance a toujours raison, la grâce a toujours raison. Et quelque chose du féminin a toujours raison, et qui n'est pas le côté démagogique, parce que même les femmes doivent s'ouvrir à ce féminin-là qui est absolument oublié de nos sociétés. C'est un féminin tout à fait singulier qui se dessine des contes, et que je crois donateur de splendeur et de vérité. Alors une toute dernière question, c'est un plus, hein, c'est un supplément que tu vas offrir maintenant à tes auditeurs et lecteurs. Je m'attendais à trouver Barbe Bleue dans les contes, parce que là, il y a aussi un féminin qui a raison. Parce qu'elle va quand même voir, on lui dit tu peux tout faire, t'as toutes les richesses, t'as le meilleur des mariages, t'as la meilleure des vies, mais quand même tu dois pas faire ça. Et c'est parce qu'elle transgresse cet interdit qu'elle voit que quand on est une femme de Barbe Bleue, on finit par mourir. Et j'ai trouvé que ça donnait tellement raison. C'est vrai, à tes princesses. Il y a tellement de contes dont je n'ai pas parlé, il faudra un jour peut-être que je fasse un tome 2, mais tu as raison. Je m'attendais à ce qu'il y ait Barbe Bleue. C'est vrai, c'est un tellement bel exemple. De princesse qui a raison. De princesse qui a raison. Plein les princesses ont toujours raison. Merci Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange, et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.